Oui, monsieur, qui recueille 3 questions ensemble et les auteurs, les conférenciers vont répondre. Monsieur. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question chacun. La première pour monsieur Kempf. Vous parlez de... vous êtes prudent de parler d'agression, etc., de guerre, mais est-ce qu'on peut parler de cyber-victime? Est-ce que ce concept-là existe pour regarder un peu du côté de la victime? Comment est-ce qu'on quantifie ou on qualifie les dégâts, les pertes, les sinistres qu'occasionne une attaque, une agression dans le cyberespace? Et en fait, est-ce qu'il y a un espace juridique qui s'organise autour de ça? Comment font les victimes pour demander des réparations? Et je serais notamment intéressé de votre éclairage autour des assurances. Comment des sociétés d'assurance perçoivent ce risque-là? Et est-ce qu'il y a des liens peut-être à explorer là-dedans qui peuvent éclairer en fait l'analyse du cyberespace? Parce qu'en général, ces éclairages-là sont intéressants pour comprendre les dynamiques. Et pour monsieur Thoman, bon, je partage vraiment presque entièrement votre analyse géopolitique. J'ai juste une question. Comment on fait pour maîtriser l'espace géopolitique? Est-ce que c'est une maîtrise technologique ou est-ce que c'est une maîtrise étatique? Et derrière cette question se cache l'autre question qui pour moi est-ce que c'est par exemple les États-Unis, l'acteur principal, ou est-ce que c'est pas plutôt, pour faire court, Google ou une entreprise, quoi, le secteur privé qui lui, à mon avis, maîtrise quand même la technologie? Et est-ce qu'on peut parler d'États-Unis ou de Google, ou est-ce qu'en fait c'est la même chose? Voilà. Oui, une 3e question. Monsieur. Je voulais seulement demander à professeur Thoman, vous m'avez parlé dans votre carte de tous les pays, vous avez mentionné Israël. Hein? Israël. Israël. Oui. Et aussi, il y avait l'OTAN, c'est aussi une alliance cybernétique, je crois. So, il faut avoir un certain privilégié pour l'OTAN ou non. Oui, tu peux parler. Oui. Oui, je voulais poser cette question. Monsieur Kempf. José, encore une. José. Pour Pierre-Emmanuel, si j'ai entendu bien un de votre slides, l'Allemagne n'est pas avec les pays proches des États-Unis, mais si j'ai compris bien, Angela Merkel voudrait être là. Elle a parlé avec Obama, elle a dit écoute, je suis très fâché de ce qui s'est passé avec le téléphone, mais à condition que l'Allemagne va être proche des pays qui sont proches des États-Unis. Je voudrais savoir ce qui s'est passé parce que dans le slide, l'Allemagne n'est pas là. Oui. Qui commence? Vous. D'accord. Je n'ai pas évoqué le sujet de la NSA, j'ai fait une allusion à Sony Pictures. Oui, j'avais 20 minutes où je devais décrire un peu les caractéristiques de la cyberstratégie et prendre le sujet qui m'était donné, celui de TV5. La NSA, je vous renvoie à un ouvrage qui a été publié dans la collection Cyberstratégie, l'affaire Snowden, une rupture stratégique, publié par Quentin Michaud. J'ai commis 3 chapitres dans le livre. Bon, voilà, il y a au moins 200 pages sur la NSA où on raconte des choses. Sur Sony Pictures, on va un peu refaire l'histoire, puisqu'on me demande d'expliquer Sony Pictures, je vais essayer de l'expliquer. Ça arrive le 26 novembre 2014 de mémoire. On apprend subitement un mardi matin, que 126 téraoctets de données ont été volés, subtilisés et commencent à être mis en ligne. 126 téraoctets, c'est gigantesque. Réellement, c'était des chiffres, c'était la première fois qu'on entendait parler de quantités aussi énormes de données. Les premiers messages sur Internet, des hackers, appelons ça, ou des pirates, parlent juste de chantage, et notamment de chantage financier. Et puis très rapidement, la presse s'emballe et dit tiens, Sony Pictures fait le film d'Interview, c'est ça, mettant en scène le navet que vous mentionnez, deuxième étape, et alors tout le monde dit c'est la Corée du Nord, et je crois vers le 15 ou le 20 décembre, la Maison Blanche, et notamment Barack Obama, dit le FBI
m'a dit que c'était la Corée du Nord et il y aura des ripostes et c'est pas bien du tout. Voilà, grosso modo, les faits. Là-dessus, tous les spécialistes s'interrogent parce qu'on a 3 hypothèses sur l'origine du piratage. Le premier, c'est tout simplement des cyberpirates motivés par des raisons économiques, de chantage. Je vous vole des données et je commence à les mettre en ligne pour vous mettre de façon désagréable, et si vous ne me donnez pas des sous, je vais tout mettre en ligne et vous avez vu ce que je suis capable de faire. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, celle de la Corée du Nord. Quand vous regardez les preuves avancées par le FBI, alors déjà ça surprit un peu les spécialistes que ce soit le FBI qui fournisse des preuves d'analyse cyber, si vous voulez, d'analyse forensique. D'habitude, c'est justement la NSA qui est responsable de ça. Personne ne savait que le FBI avait des compétences dans le domaine, surtout que la seule preuve qu'ils ont donnée, était de dire, vous comprenez, il y avait une adresse IP, donc Internet Protocol, qui était établie à Séoul. Or, et je reviens à ce que vous disiez à propos de l'opacité et de l'inattribution, n'importe quel hacker un tout petit peu formé, c'est pas du tout mon cas, moi j'y connais rien en informatique, n'importe quel hacker un tout petit peu formé met 17 filtres et 17 stratagèmes pour se cacher derrière. Et donc bien évidemment, il va pouvoir mettre une adresse relais en Corée du Nord de façon à ce que justement on tire l'attention. Donc le simple fait de l'adresse IP n'a pas du tout convaincu les spécialistes. D'autant plus que quand on a regardé visiblement les quelques traces laissées par les pirates, certains ont émis une hypothèse de pirates chinois et d'autres de pirates russes. Donc on était dans le flou le plus complet, et on est d'ailleurs toujours dans le flou le plus complet. La troisième hypothèse est celle d'un ancien employé de Sony Pictures qui a fait un acte de vengeance vis-à-vis du management de Sony Pictures. Donc on avait 3 hypothèses, et aujourd'hui, d'ailleurs, ces 3 hypothèses demeurent sur la table et nous sommes toujours dans le flou. C'est-à-dire que personne n'a réellement réussi à convaincre la communauté que l'une des 3 hypothèses était privilégiée. On arrive, donc là on est dans, je dirais, la partie économique, conflit économique du cyberespace. Et on arrive à une deuxième dimension qui a été celle de la déclaration d'Obama. Et là, on a eu subitement un changement de ton avec un passage, là pour le coup, à une logique géopolitique. C'est-à-dire que l'analyse consisterait à dire alors que Obama s'est servi de l'affaire sur les Pictures pour mettre la pression un peu sur la Corée du Nord, mais derrière la Corée du Nord, ce qu'il voulait faire, c'était probablement mettre la pression sur la Chine en disant, vous voyez, les Chinois, vous ne contrôlez pas vos stipendiés ou vos régimes alliés, etc. Donc ça, vous voyez, je veux dire, on change l'analyse, mais qui vient à l'appui de ce que j'essaye de démontrer depuis le début. D'abord, les cas de cyberconflictualité sont toujours flous, et donc il faut être très prudent dans l'analyse. Et donc votre hypothèse, il s'agit de la campagne de promotion du film The Interview, vu tout ce qui a été mis en ligne, et vu les mails privés du PDG, et vu les mails privés d'un certain nombre de stars, et vu les données privées qui ont été mises en ligne, ça coûte cher la campagne de promotion. Donc probablement, si vous voulez, je ne pense pas, si vous voulez, c'est une façon de dire après, de reconstruire, mais je ne pense pas que ça soit Sony Pictures qui organise la mise en ligne de 126 teraoctets de données. Avec en plus des films originaux qui sont mis en ligne, etc., ça leur coûte beaucoup trop cher. Ce qui me fait venir à votre deuxième question, sur comment qualifier les pertes et dégâts. C'est une... Alors, vous savez, quand les questions sont difficiles, on ne sait pas y répondre, c'est une excellente question. C'est un peu... Je ne sais pas trop répondre à votre question. Mais d'ailleurs, personne ne sait. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, les entreprises n'ont pas pris encore le tournant stratégique du monde cyberconflictuel dans lequel nous sommes. Elles n'ont pas encore compris que la donnée, ou plus exactement l'information, était leur vrai capital. Et donc, elles n'ont pas catégorisé leurs données, elles n'ont pas valorisé leurs données, et elles ont difficilement
valoriser leur image de marque. Parce que derrière la donnée intérieure, je prends l'exemple de Sony Pictures, quand je mets en ligne 3 films, ça je peux dire, ce film il m'a coûté tant, je le perds, ça je suis capable de le comptabiliser. Je mets en ligne des messages privés. Comment je comptabilise ça en termes financiers? On ne sait pas. Troisième espace, vous avez le PDG de TV5 Monde, je peux vous dire que pendant 4 jours, il a eu très très chaud. Et quand je discute avec les spécialistes de cybersécurité, ils m'ont dit, le lendemain, ils ont reçu des coups de fil de tous les PDG de la place de Paris en disant et moi, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'on croyait jusqu'à présent que ce qu'on appelle la défense périmétrique, je mets du pare-feu, je mets de l'antivirus, etc., et ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, la cyberconflictualité est tellement complexe qu'on ne peut plus se permettre de croire que je mets mon château fort, je mets ma douve autour de mon château fort, et mon château fort est tranquille, et ça suffit. Non, aujourd'hui, on sait que ça ne suffit pas. Et donc, vous avez ces 3 dimensions de de l'information qui est valorisée, de l'information qui est non valorisée, mais qui appartient à l'entreprise, et dernière chose, de l'image de marque. Alors, sur la question de l'espace juridique, on a très très peu de cas, on a quelques plaintes qui sont posées, et je crois qu'il n'y a qu'un seul cas